Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast consacré à la longue distance à vélo et notamment aux diagonales de France. Ici, on parle d'endurance, de gestion, de patience, de doute, parfois, et de ces kilomètres qui transforment celles et ceux qui les parcourent. Je suis Marc Jacquemont et à chaque épisode, je tends le micro à des femmes et des hommes qui choisissent de rouler loin, longtemps, souvent dans la discrétion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jackie. Bonjour Jackie, merci de participer à ce podcast. Avant de revenir sur ton parcours et sur tes aventures de cyclotouriste, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi au-delà du vélo? Qui es-tu? Bonjour Marc. Je m'appelle Jackie Dequins, j'ai à l'heure actuelle 73 ans. Voilà. Je suis né dans le Pas-de-Calais, euh, au cœur des mines. Voilà. Je suis médecin retraité depuis le Covid, en fait, depuis le 21. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Donc j'ai pris ma retraite en janvier 2021. J'ai depuis très très longtemps, je fais du vélo, mais jamais à outrance, si je puis dire, depuis depuis 2003, lorsque j'ai eu 50 ans, je me suis posé la question de dire mais qu'est-ce que je pourrais faire cette année-là. Voilà. Ceci dit, je suis inscrit à la Fédération française de cyclotourisme depuis 1970, c'est cela, et inscrit au club l'Union des randonneurs Picard depuis 70-71. Voilà. J'ai toujours fréquenté ce club. Voilà. Depuis 2003, tu t'es dit qu'est-ce que tu peux faire en 2003? 2003, c'était une année de Paris-Brest-Paris. Est-ce qu'il y a un lien par hasard? Non, je ne le savais pas. Je suis, je suis tombé dessus comme ça, en disant, j'ai 50 ans, ça va, je suis en forme, je fais du vélo, mais j'ai envie d'en faire un peu plus. Et je connaissais William Coulevrat, qui est un grand ami de l'Union des randonneurs Picard et qui m'a parlé de Paris-Brest-Paris. Et j'ai dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est Paris-Brest-Paris? Donc j'ai découvert ce challenge, finalement, qui me plaisait bien. Voilà. Même si c'est une très longue distance que je n'avais jamais parcouru. Voilà. Et 2003, donc, a été mon premier Paris-Brest-Paris. Et forcément, j'ai découvert ces brevets qualificatifs, la série de 4, 200, 300, 400, 600. Et j'avoue que je me suis posé des questions de pouvoir continuer à me qualifier, quoi. Il fallait à tout prix les avoir. Et le 300 km m'a vraiment posé de problème. À quel moment il t'a posé problème le 300? Oh bien, il m'a posé des problèmes sur la fin. Enfin, c'est toujours les derniers kilomètres qui sont difficiles, où on a un peu souffert, William et moi, puisque c'est lui qui m'avait entraîné, où je l'ai ramené aussi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, oh là là, c'est bon, je range le vélo, je n'y retourne plus. Or, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a soutenu, qui m'a fait une très très bonne soupe. Je me souviens de ça. Et j'ai passé une très bonne nuit, par contre. Je crois que la soupe a été salvatrice. Elle était bourrée de sel, ça doit être ça. Et le lendemain, il n'y paraissait plus. Et j'ai dit, allez, on continue. Et ensuite, on sait qu'il arrive le 400, hein, quasiment un mois après. Et ce 400 ne me posait pas de problème. Pourtant, c'est quand même 100 km de plus que le 300. Et c'est surtout une nuit sur le vélo. Mais alors, oui, j'ai l'habitude de travailler la nuit grâce à mon métier, puisque j'étais anesthésiste réanimateur et j'ai terminé ma carrière en pédiatrie et j'ai souvent passé des nuits blanches à soigner les gens. Ce qui fait que travailler une nuit complète, et je savais que si je suis dans l'effort, le sommeil ne me gagne pas. Donc, sachant que je suis sur le vélo, qu'il faut pédaler, je veux dire l'effort ne me posait pas de problème et je savais que le sommeil ne viendrait pas, quoi. Alors que j'ai vu des gens s'endormir sur le vélo tout en pédalant. Voilà.
Et puis le 600 c'était pareil, euh, n'a posé aucun problème. Et puis je me suis dit, en fait, on est qualifié fin juin ou mi-juin. Paris-Brest, c'est au mois d'août. Je trouvais que 1000 km, ce serait pas mal de le faire et je me suis lancé donc dans une flèche de Paris. En fait, je démarrais à Ardelot même, Marseille. J'avais la chance, c'était un but que je m'étais fixé aussi d'aller voir ma fille qui habitait au Bagne. Et en 5 jours de temps, j'ai fait Paris-Marseille. Et j'étais content de le faire puisque les 1000 km ne m'ont pas posé de problème plus que ça, quoi. Voilà. Bonne préparation pour Paris-Brest. Je reviens au brevet qualificatif. Qu'est-ce que tu as changé entre le 300 où tu as fini rincé et le 400 et 600 que tu as fini convenablement? Qu'est-ce qui a changé? Ben, je sais pas trop. Je crois que c'était le moral qui était vraiment au beau fixe et la forme. Je pense que là j'avais la forme et comme je te le disais, la nuit ne me faisait pas peur alors que ça pouvait faire peur à certains. J'ai peut-être encouragé des gens aussi à se dire bah voilà, ça va aller quoi. C'est peut-être ça aussi qui m'a maintenu. Et puis le 600, bah le 600, nous l'avons fait quasiment William Coulevra et un autre copain, donc je parlerai, Daniel Lemoine. Finalement, on était bien coucougnés, si je puis dire. J'ai expliqué que Daniel Lemoine était très grand et que devant, il pouvait nous tirer, en gros. Voilà. Donc, tu arrives les brevets, le 1000 km, tu arrives à Paris-Brest-Paris, le moteur était chaud. Tu étais prêt? Tu t'en souviens de ce Paris-Brest? Il s'est bien passé? Ouais, je me souviens parce qu'on était trois à le faire, Jean Gaïda, William Coulevra et moi. Euh, C'était une année, c'était une saison, enfin un mois caniculaire. Ça, je me souviens très très bien. Mais pas pas de la, enfin du rythme de pédalage. Non, c'est assez flou les images. Je me souviens par contre des arrêts, effectivement, où on a dormi à la Belle Étoile. Et puis l'enchaînement qui m'a pas réellement posé de problème. Voilà. Le retour, bah, le pont Albert Loub on a passé ensemble, on s'est photographié, ça faisait 600 bornes. Le retour, pareil, sauf qu'on était un petit peu déçus, c'est que Jean Gaïda abandonne au bout de 800 km, c'est ça. Et puis, bah, William et moi, on a continué à rouler, mais sans trop de difficultés particulières, quoi. Ça s'est fait vraiment une routine, quoi. Voilà. Je pense que l'entraînement y était, et le fait qu'il faisait meilleur la nuit que le jour, puisque c'était vraiment l'année caniculaire, quoi. On était très très bien. Je disais que j'aimais bien rouler la nuit, j'aimais bien rouler et la nuit quand il fait très bon, c'est très très agréable, quoi. Voilà. Donc là, c'était ta première expérience de longue distance, cette année-là en tout cas, avec les brevets, le 1000, le Paris-Brest-Paris. Comment tu es passé après à ta première diagonale? Bah, j'ai mis 3 ans, 2003-2006, toujours par William Coulevra qui m'a dit mais écoutez, vous êtes capable de faire des diagonales. Lui, il en avait déjà 2, 3, je crois. Et si vous voulez, je vous emmène sur la diagonale. Donc, notre première diagonale, Dunkerque-Canton. Bah oui, c'est une des plus longues encore, hein, aussi, quoi. Et puis pourquoi? Bah, pourquoi l'avoir organisée comme ça? Moi, je pense que j'ai dit, bah tiens, si on roulait la nuit, c'est bon. Alors, ça n'a pas tout à fait été le cas, puisqu'on est parti sous la pluie. Ça, je m'en souviens très bien. Mais pourquoi l'avoir organisé comme ça, je ne sais pas. Comme ça, tu veux dire, pardon, d'abord commencer par la nuit entière, c'est ça? Voilà, et puis on a fait 500 bornes d'un coup, voilà, pour s'arrêter avant Bonn, voilà. Et ensuite, 2 étapes, sans trop de problèmes particuliers non plus, quoi. Comme j'ignorais complètement ce que c'était qu'une diagonale et que, euh, comment dirais-je, la vitesse, enfin l'horaire était important, mais j'ai jamais pensé ça m'a pas perturbé plus que ça, quoi. Voilà. Euh, les contrôles non plus. On savait que on devait pointer à droite à gauche. Moi, j'ai laissé faire William. Hein, j'étais vraiment le novice. Daniel aussi, Daniel Lemoine qui était avec nous, n'en savait pas plus. C'était sa première, mais lui, je pense qu'il était plus inquiet que moi
alors que c'est un très grand rouleur et qu'il a déjà fait pas mal de choses, dont le Tour de France randonneur, hein, en 30 jours. Voilà. Mais j'étais pas plus inquiet que ça. J'ai suivi le rythme et ça m'allait bien. Ça m'allait bien de rouler, voilà, la nuit, le matin très tôt, voir le soleil se lever. Enfin, ça me plaisait bien. Ce genre de balade me plaisait bien. D'autant que j'ai roulé avec un vélo chargé, comme je te le disais, 3 sacoches, hein, comme toujours, parce que j'emmène toujours même un bouquin la nuit en me disant, enfin, pour lire le soir, je vais pouvoir bouquiner. Je l'ai jamais ouvert. Donc là, tu as pris plaisir avec cette diagonale, tu en as fait plusieurs, hein, des diagonales, c'est que tu as aimé le concept, avec une diagonale particulière qui était Strasbourg-Hendaye. Strasbourg-Hendaye en 2010, oui, celle-là est à marquer, oui. Elle a marqué tout le monde, Daniel Lemoine, puisqu'on n'était que deux, et puis moi, bien sûr. Pour tout te dire aussi, c'est que à cette époque, on l'a fait en septembre, je crois, je travaillais avec William Coulevra au bloc opératoire. Il voulait évoluer dans sa profession, il est infirmier, et il voulait devenir aide opératoire. Et justement, il était en chirurgie pédiatrique avec moi, et je me souviens très très bien. Le vendredi soir, la diagonale était déjà préparée. Il savait que je partais le lendemain matin, samedi, pour rejoindre Daniel Lemoine à Paris. Et donc on s'est quitté, un peu triste. Lui, il continuait à bosser. Moi aussi, et puis bon, évidemment, il m'a souhaité bonne chance. Mais l'idée, c'était d'en refaire une après, bien sûr. Et malheureusement, William Coulevra, lorsque je suis arrivé à Paris pour rejoindre Daniel Lemoine, j'ai vu Daniel Lemoine sur le quai complètement dévasté, et il m'a annoncé que William était décédé sur une randonnée cyclotouriste dans les environs, en 2010. Il avait 50 ans. Probablement d'un malaise cardiaque qui n'a pas été récupéré. Et on s'est posé la question de la maintenir, cette diagonale. Parce que tout le monde nous appelait. Les copains nous disaient, ben voilà. Et la femme de William nous a dit, ben non, continuez les gars, faites-la. Voilà. Faites-la en son honneur, quoi, en hommage à William. Et on a enchaîné, on est arrivé à Strasbourg le dimanche et en Hendaye quelques jours après. Ben, c'était la pire de toutes, quoi. Voilà. C'était une diagonale où il fallait quelque part qu'elle soit dure, à la fois pour lui rendre hommage, et puis il fallait qu'on en bave aussi pour cela, quoi, justement. J'ai même pas pu écrire le compte rendu obligatoire dans les mois qui suivent. J'ai mis 2-3 ans, je crois, à coucher sur le papier une quinzaine de pages qui sont parues dans le petit diagonaliste quelques temps après. Ils l'ont, comment dirais-je, édité complètement, ce qui m'a bien plu. Et voilà, on lui rend hommage de cette façon, parce que les 600 derniers kilomètres de cette diagonale restent gravés. Moi, elle reste gravée dans mon cœur. Elle reste gravée aussi dans mon corps, puisque j'en ai extrêmement souffert. Il a plu, il a fait du vent. On n'a jamais pu coucher à l'hôtel. On a dormi sur les bas-côtés, sur les marges d'un escalier d'une église. Et on est arrivé 3 heures en retard. Donc cette diagonale, moi je considère, Daniel aussi, considère que nous l'avons faite, forcément. On n'est pas homologué, mais peu importe, quoi. Voilà. C'était en honneur, quoi. Une diagonale très chargée émotionnellement et physiquement. Complètement. Ouais, on a roulé dans le brouillard, on avait l'impression, on s'est perdu dans le brouillard. Enfin, Daniel, je l'avais perdu, il ne voyait plus. Et quand on a une petite lumière, une petite loupiote, quoi, qui éclaire le brouillard, on a l'impression de voir des elfes, enfin des gens qui nous parlent. Et je pense que William était à côté. Vous avez poursuivi l'hommage à William, il me semble, en emmenant sur Paris-Brest un jeune de 18 ans. Ah, exactement, ça c'était un grand projet de William d'emmener Cédric Bonnet,
qui n'avait pas encore 18 ans le jour du départ, enfin, qui a eu 18 ans quelques jours avant le départ de Paris-Brest-Paris 2007. Voilà. Donc, Cédric Bonnet était inscrit au club de l'URP depuis très longtemps. Et William lui a mis en tête, en lui disant bah, tu es capable de le faire, allez, on t'emmène. Quoi. Il avait fait les brevets qualificatifs avec nous, donc c'était tout à fait plausible. Et on l'a emmené en 2007, qui a été un Paris-Brest-Paris catastrophique aussi, puisque je crois, à 90 heures, vous mettez 60 heures de flotte. Il a plu quasiment pendant 60 heures. D'ailleurs, je crois qu'en 2007, les organisateurs étaient bien embêtés puisqu'il y a eu 1300 abandons, je pense. C'était quelque chose de gigantesque, quoi, au point où les gares étaient submergées de gens qui arrivaient. Enfin, bon, bref. Mais Cédric Bonnet a tenu jusqu'au bout et puis on a terminé dans les délais. On a fait 86, 87 heures tous les trois. Voilà. Et il était content. Alors, et William pouvait être fier d'avoir emmené son bambin sur ce Paris-Brest-Paris. belle performance, et il me semble qu'à 18 ans, on a plus envie d'aller vite moins longtemps et que plus tard, en prenant de l'âge, on est plus dans une démarche pour aller moins vite plus longtemps. Justement, quand on parle de rouler longtemps, comment toi, notamment en tant que médecin, tu gères l'effort pour durer longtemps? Eh bien, j'ai toujours roulé avec un cardio-fréquence-mètre qui me permet de voir mon rythme cardiaque en permanence. Et je sais que j'avais fait un stage, effectivement, par la Fédération française de cyclotourisme à Aubusson, qui était un stage sport-santé. Et c'était intéressant, et je pense que les gens devraient faire ça, d'évaluer notre rythme cardiaque en fonction de l'effort. Et on va parler donc du coup d'endurance, de résistance douce, de résistance élevée, de la fréquence cardiaque maximale. Quoi. C'est ce que ce stage nous avait fait faire, nous avait obtenu et j'avais une échelle qui me permettait de savoir où j'en étais. Quoi. Donc, voilà. Et maintenant, moi, j'adapte toujours mon rythme en fonction de ce rythme cardiaque qui est franchement toujours un petit peu au-dessus de ce qui devrait être, hein, puisqu'on dit 220 mois l'âge, c'est le rythme qu'on ne doit pas adapter, mais bon, quand on prend de l'âge, cette fréquence cardiaque maximale diminue forcément. Quoi. Donc, moi, je sais que je tourne autour de 120, 130, et je sais que je suis en endurance, et pour l'avoir expérimenté, je tiens longtemps. Et même si comment dirais-je, je dois monter un col de montagne, enfin, ou accéder à un pourcentage, eh bien, je reste sur cette fréquence cardiaque qui va monter un tout petit peu, forcément, puisqu'on appuie un peu plus. Mais j'ai la chance d'avoir un vélo adapté et j'hésite pas, moi j'ai pas honte, hein, de diminuer les braquets et d'avoir des braquets plus souples, quoi. C'est tout, quoi. Ce qui compte, c'est surtout la souplesse et de pas sentir à chaque tour de pédale que vous êtes obligé de forcer. C'est ça qui est intéressant, quoi. Quand on garde une certaine souplesse dans le rythme de pédalage, faut pas qu'il soit trop lent, hein, faut pas tourner à 40 ou 50 ou même moins. 60, entre 60 et 80, ça me paraît bien, quoi, au rythme de pédalage, quoi. Voilà. Ce que je veux, c'est pas sentir un effort presque à chaque tour de pédale. En montagne, on le sentira, mais dans ce cas-là, vous mettez une dent de moins, quoi. Et puis quand on a, comme j'ai la chance d'avoir un vélo où je peux avoir, je pense, même moins d'un tour de roue, là, vous passez partout, quoi. Les pourcentages et 10%, ils passent, quoi. Voilà, même plus, quoi. Donc, si je résume ton propos, c'est tu tiens dans un pourcentage, une marge de pourcentage de ta fréquence cardiaque maxi, dans laquelle tu sais que tu es en endurance. Oui. Tu n'hésites pas à mouliner, notamment en montée. Tu as assez de développement pour pouvoir continuer à avoir une certaine cadence. Pour ça, il faut un équipement adéquat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ou tes vélos? J'ai la chance d'avoir une randonneuse avec laquelle j'ai fait mon Tour de France, hein, cyclotourisme,
et qui est un vélo, j'allais dire, antédiluvien, je l'appelle comme ça, parce qu'il date des années 71, et il est en Reynolds 3 dixièmes. Ce qui fait que ce vélo, j'ai mis du temps à l'équiper, parce que je n'avais pas les moyens à l'époque, mais je le trouve super confortable, même je fais 1m82, il fait 60 centimètres, même si au départ, il me paraissait très grand. Parce que 60 centimètres de hauteur, ça rallonge autant le vélo au niveau du tube horizontal, quoi. Mais je le trouve super confortable et j'ai mis 3 plateaux, bien sûr, et mon plus grand plateau ne fait pas plus de 44 dents. Mon plus petit plateau fait 24 dents et entre deux, je dois avoir 32. Avec derrière un échelonnement de 12 à 32. Donc, ce qui fait que 24-32, vous voyez ce que ça peut faire. Même avec une cote à 10%, vous la passez, quoi. Voilà. Ou plus. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'offrir, parce que ça c'est important, parce que c'est cher, et j'appelle ça m'offrir un vélo de couturier du cycle, j'aime bien le terme, de la marque Singer. Et ils te font des vélos, quand on les voit, ils sortent des vélos acier à 8 kilos. Hein, donc, alors le mien fait 13 kilos, 14 kilos, je crois. Mais j'ai fait ce que je voulais avec le vélo, enfin avec le couturier du cycle, et je lui dis voilà, je veux telle chose, une petite patte pour mettre le fameux truc de Paris-Brest-Paris, là, ou le Tour de France, une petite patte pour mettre un feu supplémentaire. Ça, c'est un avantage qu'on n'a pas dans les vélos classiques, quoi. Et il fait 58 taille, quoi, avec une dynamo sous le pédalier à l'époque. J'ai eu après la dynamo dans le moyeu, mais à l'époque c'était une dynamo sous le pédalier que j'activais avec une petite manette derrière. Ça fait toujours flipper les gens de voir une petite manette derrière sur le tube de selle en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Mais voilà, j'ai un vélo avec des garde-boue surbaissés en inox qui n'ont pas bougé. Un phare devant, un phare derrière, enfin, il est prodigieux. C'est un vélo de Singer, couturier du cycle, que vous payez forcément. Vous mettez 1 an pour l'avoir, et quand vous l'avez, vous êtes content. Justement, quand tu te poses sur ce vélo fait par un couturier, par un artisan, tu te poses dessus, tu te fais quoi? C'est waouh, je suis bien dessus? C'est immédiat? Comment c'est? C'est un fauteuil. C'est quasiment, ouais, c'est ça. Je suis bien à l'aise, bien positionné. Mes jambes sont bien positionnées aussi, bien tendues quand il faut. Je ne suis pas couché sur le vélo. Les bras sont souples. Enfin, c'est du bonheur. Et oui, j'ai oublié de dire que ma randonneuse, l'ancienne randonneuse, est équipée d'un système de manette sur le tube diagonal à l'ancienne, alors que celle-là, j'en ai eu marre un petit peu de l'utiliser, comme est Paris-Brest, et j'ai dit à M. Singer, si je puis dire, Ernest Tsuka, de me mettre le changement des manettes sur les freins, quoi. Voilà. Donc j'ai tout au niveau du guidon et c'est extraordinaire, quoi. Non, il est très, très, très confortable. Enfin, moi, je trouve énormément de plaisir à le rouler avec, quoi. C'est clair. Quand on a un vélo aussi confortable, beau, les vélos de couturier sont beaux en plus, ça engage à faire de la longue distance quand même, à passer du temps dessus. C'est quoi le futur? Tu as quoi comme objectif? J'ai oublié de dire, en plus de la beauté du vélo et du bien-être, c'est qu'il est souple. Ça, c'est capital, c'est de l'acier et il absorbe les chocs. C'est ça aussi la différence avec j'ai entendu dire, avec un carbone, quoi. Voilà. Alors, ces vélos, le Singer, je ne roule plus trop en longue distance, je me sers de l'autre parce que je l'ai aménagé, l'autre, hein. Forcément, j'ai mis un guidon papillon pour être un petit peu plus redressé. Et puis, à cause de ces petits soucis neurologiques au niveau de mes mains, qui m'ont fait adopter ce vélo
pour avoir moins d'appui sur le guidon, quoi. Voilà. Et mes prochains objectifs, bien, alors, d'abord, c'est d'essayer d'engranger des kilomètres pour peut-être me relancer sur une diagonale, hein, la fameuse Strasbourg-Perpignan, que je n'ai pas homologuée parce que j'ai cassé une manivelle et que je n'ai pas terminé. Et puis peut-être que si j'ai l'entraînement qu'il faut, Jean-Michel Werner m'accompagnera. J'aurai quelqu'un devant moi, parce que j'ai jamais fait de diagonale seul. Hein. Donc voilà. Les projets futurs, c'est avec deux autres copains, c'est d'embrayer sur ce qu'on appelle l'Eurovélo 1, qui démarre au Cap Nord et qui va jusque Lisbonne. Et là, on a fait 600 km seulement. Et on démarrerait en début mai pour aller jusque Salamanque, en Espagne. Voilà. Donc ça, c'est objectif proche. Ça, c'est un projet à très court terme, puisqu'on démarre en mai. Et ensuite, on ferait la partie des îles britanniques à partir en septembre. C'est un projet de 10 000 km hein, quand même. Oui, c'est pas rien. Tu auras le temps de te dire, je suis bien sans ma randonneuse. Voilà. Et peut-être que en ayant roulé comme ça, je pourrais peut-être embrayer Strasbourg-Perpignan, puisque j'aurais, je pense, un peu d'entraînement. Alors, tu me disais en introduction que tu mets 48 heures avant que ton corps soit bien dans une diagonale. Là, il sera chaud. Ah oui, complètement, quoi. Oui, les diagonales m'ont toujours... oui, pour en rajouter un peu, c'est qu'au fur et à mesure que c'est 2006, 2007, 2008, 2009, elles ont été, à mon avis, j'ai toujours eu du mal à me mettre dedans toujours les 48 premières heures, quoi. C'est la fin qui est fantastique, quoi, forcément, quoi. À la fois, on sait qu'on va y arriver, on a passé le plus difficile, et puis voilà. Donc, je pense que le moral doit jouer beaucoup. C'est quand dans le vélo, c'est important. Daniel, tu es médecin, tu es cycliste, sportif. Qu'est-ce que tu peux dire, en quelques mots, sur l'importance de l'activité physique ? Ça, c'est important, effectivement, de ne pas se contenter d'être assis sur sa chaise et de jouer à l'ordinateur ou d'utiliser une trottinette. Non, moi, pareil aussi, il faut que je me motive. Mais si je ne fais pas de vélo, j'essaye de faire du rameur. Je me contente de faire 30-35 minutes de rameur. Là aussi, je surveille mon cardio-fréquence-mètre. J'essaye de ne pas trop forcer, mais je sors de là, je trempe ma chemise. Ça, c'est le rameur, je crois que c'est ce qu'il y a de plus complet sans te bousiller les genoux dans la course à pied, par exemple. Voilà, c'est un sport vraiment complet, quoi. Sinon, oui, je crois qu'il faut aussi monter les escaliers, c'est intéressant, je crois. Une maison avec des escaliers, quand on peut encore les monter, c'est très important. Plusieurs fois par jour, éviter les ascenseurs, évidemment, quoi. Et puis la marche à pied, ça c'est quand il fait mauvais et qu'on peut pas faire de vélo. Ouais. Et la marche à pied, je trouve qu'il faut la faire soit avec un certain rythme, genre 4-5 km à l'heure. Je pense que c'est pas trop, c'est suffisant pour s'entraîner. 2 heures de marche à pied, je pense que ça équivaut à 2-3 heures de vélo. Hein. Voilà. En tout cas, l'activité physique, oui, c'est important. On le voit, de toute façon, on le sent à son activité cardiaque. Si votre cœur se ralentit, ça veut dire que vous avez un certain niveau physique intéressant, quoi. Si le cœur s'accélère pour un ou rien, pour une babiole, c'est que vous n'êtes pas en forme, quoi. On va retenir ça et l'importance de se bouger. On arrive à la fin de cet épisode. Aimerais-tu ajouter encore une chose par rapport à la longue distance, aux diagonales, à ce que tu as envie ? Je vais vendre mon âme au diable en disant, mais pourquoi les diagonalistes utilisent des vélos ultra légers maintenant? Je plaisante en disant ça, quoi. Je vais vendre, là, effectivement, je vais vendre mon âme au diable. Si je le relance sur un Strasbourg-Perpignan, je le ferai peut-être avec un carbone. Voilà. Pour essayer d'alléger un peu les choses, quoi. Et je n'utilisais pas mes sacoches comme je fais habituellement, quoi. Non, je pense que moi, ce que je préfère dans le vélo, c'est
la randonnée longue distance, mais sous forme de voyage, quoi. Donc voilà, c'est ça. Si je fais du vélo, c'est parce que j'ai un but, j'ai envie d'aller là, et je me dis, voilà, il y a autant de kilomètres, en combien de temps je peux faire, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment le voyage à vélo, quoi. Et Strasbourg-Perpignan, c'est la diagonale qui manque. Voilà. Je sais pas si je la ferai, j'en sais rien, ça me turlupine, mais j'arriverai peut-être à le peaufiner. Je te souhaite de la faire avec Jean-Michel, qui est quand même un très bon compagnon de vélo. En tout cas, Jackie, je te remercie beaucoup pour cet échange. Et la longue distance ne se résume pas à des kilomètres, hein, et je suis convaincu que ton témoignage viendra sans doute nourrir et inspirer tous ceux qui hésitent à se lancer. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'être fidèles à Diagonaliste. Si vous souhaitez partager votre expérience de la longue distance, diagonale, Paris-Brest-Paris, Londres-Édimbourg-Londres, n'hésitez pas à m'écrire à diagonaliste au pluriel @gmail.com. Si cet épisode vous a plu, prenez le temps de le partager autour de vous et n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Merci beaucoup, Jackie. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci.